Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Nous sommes actuellement le mardi 30 janvier, il est 13h05. Donc le mois de janvier est déjà terminé. On va rentrer au mois de février, sur le mois de février. Donc là on voit que l'année fait son petit bonhomme de chemin. Donc il nous reste plus que 11 mois et en fait je m'étais jamais vraiment rendu compte parce que dès qu'un mois passe, c'est un mois. Mais en fait, quand on regarde, quand on prête attention, ça va trop vite. Je sais pas pour vous, mais ça va trop vite. Alors peut-être qu'on est trop pris par notre quotidien, mais moi je vois les jours défiler comme ça. J'ai pas l'impression, pourtant j'ai le nombre d'heures comme tout le monde, mais j'ai pas l'impression d'avoir suffisamment de temps pour faire tout ce que je veux faire. Et je comprends pourquoi il faut planifier les choses, parce que sinon, on n'a jamais le temps. Et du coup, on fait jamais nos projets. Parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps. On est sur une chose qui nous prend beaucoup de temps, mais si on essaye de faire par ordre de priorité, c'est vrai que on met en priorité la réalisation des projets qu'on veut faire cette année et on y consacre du temps. Mais si on planifie pas, mine de rien, on est bouffé par le quotidien et après tout ce qu'on veut c'est se poser parce que la journée elle est assez chargée, on doit penser et faire plein de choses et on se dit mais comment on va faire tout ça, à quel moment? Et en fait c'est de l'organisation, c'est de la planification, c'est fou hein. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, quoique un peu nauséeuse en ce moment, mais je vais très très bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien. On entend toujours des... Alors je peux pas dire des rumeurs parce que je pense que c'est vrai ce qui se passe, qu'on va vivre un tournant, que ce soit économique, que ce soit social. Il va y avoir vraiment un basculement, un espèce de changement, mais pas dans le bon sens. On peut ne pas le voir, on peut être dans le déni, etc. Parce que moi, j'ai une philosophie, c'est se concentrer sur des choses qui nous apportent de la joie. Pratiquer la gratitude, moi je le pratique très souvent, ça me fait beaucoup de bien. Par exemple, devant mon repas, avant de manger, je dis merci pour ce repas. Le soir, je remercie pour cette journée fabuleuse. Même si on n'est pas où on voudrait être, même si on n'a pas la situation économique, etc., etc., on est quand même sous un toit, couverte, avec des gens qui nous aiment, et tout plein de choses. On peut trouver tout plein de choses pour dire merci. Et je pense que ça engendre en fait du bonheur. Voilà. Pour moi, c'est plus on remercie, plus on met en avant ces petites choses qui finalement, on pense qu'ils sont acquis, mais qu'ils ne le sont pas. Prendre une douche chaude, par exemple, ou une douche quand on en a envie, on pense que c'est acquis parce qu'on l'a, mais en fait, du jour au lendemain, on peut ne plus avoir accès à la douche chaude, etc., etc. Pourquoi ? Parce que il y a toujours des imprévus, des choses qui ne sont pas dans notre plan, qu'on ne veut surtout pas avoir. Ça peut être des impôts qui nous rattrapent et finalement notre compte en est vidé. Ça peut être plein de choses qui fait qu'on se pensait être en sécurité et finalement il y a eu un basculement. Voilà, c'est ces petites choses-là. Donc ouais, j'aime bien pratiquer la gratitude, mais je pense que je vous l'ai dit plusieurs fois. Il y a beaucoup d'inversion des valeurs, donc on ne traite pas les gens comme on devrait les traiter, on est beaucoup dans le jugement. Ce qui fait notre force, c'est nos différences. Pourquoi ? Parce qu'avec nos différences, on peut s'apporter les uns avec les autres, enfin les uns aux autres, on peut s'apporter plusieurs choses. Ça peut être notre manière de voir les choses, ça peut être des petits tips qu'on a mis en place dans notre vie qui nous font gagner du temps, on va le partager, etc. Et
on veut pas tous savoir la même chose, on veut pas tous faire de la même manière parce que c'est fade en fait. Et pour moi, ça, le fait de se conformer tous pareil, faire la même chose pendant ce laps des 24 heures que la vie nous donne, faire les mêmes choses, regarder les mêmes choses, agir de la même manière, penser de la même manière, pour moi, c'est similaire à des robots. Donc, on n'est pas des robots. On a une conscience, on a une vie, on peut vibrer, on peut vibrer de manière très très forte, très très haute, si on décide de voir les choses autrement. Et donc les gens qui vont nous regarder vibrer de manière intense, avoir une philosophie de vie autre, eh ben ils vont vouloir se rapprocher de nous parce qu'on rayonne. Avant j'étais beaucoup, je voulais beaucoup savoir ce qui se passait dans le monde et je me suis recadrée vis-à-vis de ça en me disant que j'ai pas besoin de savoir tout ce qui se passe dans le monde parce que je ne peux rien y changer, mais par contre je peux agir à mon niveau, avec ma petite personne, essayer de me concentrer sur des choses qui me font du bien. Parce que quand on est bien, notre système immunitaire est bien, notre physique est bien, on arrive mieux à se défendre, on arrive à être beaucoup plus créatif, on arrive à attirer de bonnes personnes, on arrive à partager, pas toujours être dans la méfiance. Moi, il y a une chose qui me bassine au plus profond de moi, c'est chaque année, on peut faire ça chaque année on parle d'une loi sur l'immigration. Je veux bien comprendre qu'en France, il y a peut-être plus de place, plus de logements, etc., etc. Je le comprends. Je suis la première à dire que en France, on n'aide pas forcément les Français qui sont là et qui sont déjà dans la galère et qu'on préfère aider ceux qui viennent d'ailleurs. Donc pour moi, ça n'a pas de sens de faire ça, d'accord ? Mais on ne peut pas les traiter comme s'ils étaient des criminels. Ils sont là, ce sont des personnes qui veulent juste un toit, manger, ils veulent juste la paix. Ce qui n'est plus vraiment le cas en France. Mais voilà, comparé à beaucoup de pays, et encore ça dépend d'où on va en France, mais comparé à beaucoup de pays, je pense que voilà, la France n'est pas si mal. Donc partout il y a ses avantages et ses inconvénients, mais prendre pour cible les immigrés, moi ça me gêne. Encore une fois, je voudrais pas que toute la France accueille toute population du monde, parce que c'est petit, parce que on a effectivement un système pour aider ceux qui n'ont pas les moyens, mais au bout d'un moment, à aider tout le monde, on n'aide plus personne, d'accord ? Ceci dit, c'est quand même un bon système où beaucoup d'entre nous sont aidés, d'accord ? On va toucher un petit 100 € avec la prime d'activité, on va toucher des APL, c'est une aide. C'est une aide qu'on ne retrouve pas souvent dans les autres pays. Et rien que pour ça, je comprends pourquoi les gens de l'extérieur veulent tout simplement souhaitent venir ici en France, parce qu'ils sont aidés. Peut-être que dans leur pays même, ils ne sont pas aidés. Après, c'est pas... comment dire ça ? C'est pas infini. Il y a un moment où ça va craquer parce que plus on aide de personnes et moins on a la possibilité de vraiment aider ces personnes-là. Bon, voilà. Et principalement les Français. Parce que ce qui est bien regrettable en France, c'est que on donne la priorité à ceux qui viennent en France, aux immigrés justement, alors qu'on aurait dû favoriser peut-être ceux qui sont déjà là, mais dans la précarité, parce que
ceux qui sont dans la précarité, c'est pas ceux seulement qui arrivent d'autres pays. C'est ceux aussi, c'est tous ces Français-là qui vivent en France et qui sont dans la précarité. Donc les aider parce qu'on est sur le territoire. Et après, avec ceux qui restent, j'ai envie de dire comme ça, aider les autres. Et en France, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire on va aider un peu tout le monde et les Français en précarité, on les laisse crever. Donc ça, c'est bien un reproche que je pourrais dire, que je pourrais mettre en avant. Malgré tout, dans tout plein de pays, vraiment, ça n'a rien à voir. D'accord ? Donc on pourra critiquer la France en long, en large. Il y a beaucoup de choses qu'on a en France qu'on n'a pas ailleurs. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de populations beaucoup de personnes préfèrent venir en France, où elles se disent que là, au moins en France, elles sont aidées, ne serait-ce qu'un petit peu. Mieux vaut être aidé un petit peu que pas du tout. Bon, je clôture le sujet. C'était mon avis parce que toutes les années, on parle de cela. Faut-il accepter plus d'immigrés, etc., etc. Il faut arrêter avec ça et se concentrer sur vraiment les Français qui sont actuellement en France. Les Français qui sont dans la précarité, c'est eux qu'il faut aider en premier. Voilà, je fais pas de politique et j'y comprends pas grand-chose, mais j'aime pas le fait que le sujet principal chaque année, c'est les immigrés, alors que ça devrait être comment aider les Français dans la précarité. Ça devrait être une priorité en fait. Comment ils sont logés, où est-ce qu'ils sont logés, est-ce qu'ils ont accès au logement, et après aider les autres. 1, les Français, 2, ceux qui arrivent pour de l'aide. On doit s'aider soi-même avant d'aider les autres, et en France on fait complètement le contraire, et je pense que c'est pour ça que les Français ne veulent pas d'immigrés. C'est pas qu'ils sont contre les immigrés, mais ils veulent être eux-mêmes aidés avant d'aider les autres, et c'est complètement légitime. Voilà, donc il y a ce sujet que je voulais aborder. En ce moment, je suis beaucoup nauséeuse, je sais pas pourquoi, j'ai souvent envie de vomir alors que je vais très très bien. C'est juste que j'ai comme des envies. Alors, je ne vomis pas, mais j'ai comme des envies. Mais voilà, je suis pas enceinte, c'est juste que je suis pas enceinte parce que je suis en période, mais je sais pas. En ce moment, j'ai beaucoup de réflexes comme ça où... Bref. On va passer le sujet, on s'en fiche. Je voulais vraiment parler de ce sujet-là parce que on s'y perd et en fait j'ai l'impression que en écoutant les informations, ce que je ne fais pas, mais bon je suis quand même connectée sur les réseaux, sur ça, sur ci, toujours ce qui revient en gros titre. Même sur les sujets, quand je veux écouter ce qui se passe, je choisis vraiment avec attention ce que j'écoute maintenant. C'est toujours ça. Faut-il accepter plus d'immigrés ? Voilà. Ils ont déclaré une loi sur les... C'est bon, quoi. Il faut arrêter d'axer nos préoccupations sur les immigrés. Alors, peut-être faut faire venir moins d'immigrés, mais... Les gros titres, ça devrait être comment aider les Français en précarité. C'est une priorité, point à la ligne, en fait, de savoir. Et peut-être, effectivement, laisser entrer un peu moins d'immigrés, parce qu'on ne pourra pas tous les aider, il ne faut pas se leurrer. Mais bon, de là à faire un titre, de là à monopoliser toutes les chaînes, toutes les informations, alors qu'il y a plein de gens dehors, plein de Français qui n'arrivent pas à se loger, plein de Français qui n'ont pas de chauffage, qui n'ont pas de logement décent, plein de Français qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts à la fin du mois. Il y a vraiment des sujets de priorité. Bon, voilà. C'est ce que je voulais dire, c'était un peu c'est pas un coup de gueule, mais je voulais vraiment mettre un point sur ça, surtout que ça nous monte les uns contre les autres. Et on fait des immigrés nos ennemis alors qu'ils ne le sont pas. Parce qu'il faut bien recentrer le sujet, c'est que les immigrés sont des gens qui viennent chercher de l'aide. C'est rien de plus que ça. Des personnes qui ont besoin d'un logement et de nourriture. Comment on appelle ça ? C'est le premier besoin dans la pyramide de Maslow. C'est se loger et se nourrir. Donc les immigrés, ce sont des personnes qui recherchent la base de la pyramide. Voilà.
il faut pas en faire nos ennemis. Ce sont des gens comme vous, comme moi. Et je pense qu'il faut vraiment pas faire de eux nos ennemis, de pas les rejeter. Bien sûr, de s'aider en priorité, mais voilà, ce sont des personnes qui cherchent juste de quoi vivre. Et il n'y a pas à les incriminer. Il n'y a pas à mal les regarder, à parler contre eux. Je trouve que c'est beaucoup d'énergie pour rien. Surtout que ça nous divise. Parce qu'en fait, on voit ça à toute échelle, d'accord, dans notre société. C'est-à-dire que celui qui vit un peu mieux que nous va parler sur nous, qui vit un peu moins bien que lui. On n'a pas assez de revenus, on vit dans un tout petit logement peut-être à 4, et la personne qui vit dans un logement un peu plus grand et qui a un peu plus de moyens va critiquer la personne qui vit à 4 dans un petit logement. Ouais, mais si elle aurait pu se loger dans un plus grand logement, tu crois qu'elle le ferait pas? Est-ce que ça fait de toi quelqu'un au-dessus d'elle? Enfin, il faut s'arrêter. Et c'est toujours ça. Plus on augmente, plus les personnes qui ont plus de moyens que nous vont critiquer ceux qui ont moins de moyens. Mais c'est trop simple. C'est beaucoup trop simple. C'est s'attaquer au plus faible. Voilà. Et ça, ouais, c'est pitoyable. Et ça nous donne l'illusion d'être au-dessus, alors que, enfin, comme on dit, on ne contrôle pas les imprévus, on ne prévoit pas. Et demain, on peut se retrouver à la place de la personne qu'on a critiquée toute sa vie. Et après, ça nous donne une bonne leçon de vie. Donc, gare à toutes ces personnes. Donc voilà, cette fois-ci, je vais vraiment clore le sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler, alors le titre que j'ai choisi, c'est Est-ce une bonne idée d'aborder le sujet de l'argent en début de relation? Que je vous explique. Je vous donne mon point de vue, après, voilà, vous pourrez toujours me donner le vôtre en commentaire. J'ai discuté il y a peu et j'ai beaucoup essayé de discuter. Excusez-moi, j'ai beaucoup essayé de discuter d'argent dans ma relation, bien qu'elle débute. Ça fait que quelques mois finalement. Et pourquoi j'ai vraiment décidé de mettre ce sujet sur la table et ne pas en faire un tabou ou ne pas attendre peut-être 1 an de relation avant d'aborder le sujet. Tout simplement parce que dans notre société actuelle, l'argent, c'est un tabou. On n'arrive pas, et surtout en France, en fait, moi je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, s'ils arrivent à parler d'argent de manière à l'aise, mais en France, on n'arrive pas à parler d'argent. Et comme on a vu, on a beaucoup entendu que dans les statistiques, la première cause de divorce, c'est l'argent, il y a quelque chose autour de l'argent en couple. La dentiste chez qui je travaillais jusqu'en juillet dernier, alors elle est de confession haute, enfin elle est d'une confession, voilà, elle a une vision de la famille qui est pour moi différente de beaucoup d'entre nous, et qui se fait de plus en plus rare. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais elle priorise sa famille, d'accord ? Elle et son mari se sont connus lorsqu'ils faisaient leur étude, et donc ils partaient de rien, d'accord ? Enfin, ils partaient de rien, non. Leur famille avait déjà quelque chose, d'accord ? Mais eux-mêmes partaient de rien, d'accord ? Si on compte pas ce que les parents avaient des deux côtés, parce que les deux parents ont des deux côtés, mais
eux-mêmes, ils n'avaient pas encore construit quelque chose. Donc, ils se sont connus durant leur étude et avant d'avoir leur enfant, ils ont beaucoup voyagé. Ils ont trouvé leur équilibre. Ils ont trouvé un moyen de s'entendre sur ce sujet et on a beaucoup discuté et je vois que parler d'argent, c'est pas un problème. Parler d'argent dans leur relation, c'est un couple qui est marié quand même depuis 38 ans. Non, depuis 30 ans, pardon. C'est pas un problème. C'est pas un problème de parler d'argent. Ils sont mariés, ils ont construit leur patrimoine ensemble. Il n'y a pas eu de rivalité, d'accord ? Il n'y a pas de rivalité. Je le sens, on en a beaucoup discuté. Et cette femme est particulière parce que je trouve qu'elle est très équilibrée de par ce que ses deux parents lui ont apporté en termes d'éducation, que ça soit éducation financière, mais aussi des parents aimants, des parents qui ont pensé à elle, qui lui ont apporté beaucoup d'amour, etc. Donc elle a eu ses deux parents, etc. Ça en a fait une femme pour moi remarquable. Et la première fois que j'ai discuté avec elle dans son cabinet, donc c'était au tout début, en début 2019, j'ai trouvé qu'elle rayonnait. Voilà, j'ai trouvé qu'elle rayonnait. Et je me suis beaucoup posé la question de comment ça se fait que c'est une femme qui arrive à tout avoir, pas de manière parfaite, mais elle arrive à tout avoir, elle arrive à trouver, voilà, les mots c'est, elle arrive à trouver un équilibre dans tous les domaines de sa vie. Que ce soit professionnellement, parce que elle est dentiste, elle a fait ses études, elle a pu, d'accord, elle a eu la chance de faire ses études, d'avoir des parents qui l'ont soutenue, donc elle n'a pas eu la nécessité d'aller travailler très tôt, d'abandonner ses études ou autre. C'est une chance que tout le monde n'a pas, bon voilà. Elle a rencontré son partenaire, avec qui elle a partagé beaucoup de moments avant de vouloir faire des enfants. Sa priorité n'a pas été tout de suite, donc c'est le côté aussi moderne qu'ils ont dans leur couple, c'est que elle n'a pas tout de suite, donc aujourd'hui elle a 58 ans, dans sa relation, elle n'a pas tout de suite voulu d'enfant. Ils se sont rencontrés début de la vingtaine, bien un petit peu avant la vingtaine, et voilà, leur relation n'a pas été, bon, on se marie, on fait des enfants, etc. Ils avaient leurs études à finir, son mari devait partir aux États-Unis pour continuer ses études, etc. Pour 3 ans quand même, elle a attendu, parce qu'il venait de se marier. Il est parti faire ses études, elle a attendu, elle a allé le voir de temps en temps, etc. Donc, ils ont pu tenir la relation à distance parce que c'était 3 ans. Une fois les 3 ans passés, quand il est rentré, ils se sont installés, etc. Je me doute bien que ça a été difficile déjà pour elle parce que ses parents, de ce qu'elle me disait, ses parents étaient sceptiques du fait qu'elle venait de se marier avec son mari par ailleurs, pour ses études, mais ils ont tenu, ça n'a pas empêché, si vous voulez, parce que le mari partait dans un but de finir ses études et de revenir. Son but, c'était pas d'aller là-bas. Il avait un objectif, il a atteint cet objectif, il est rentré auprès de sa femme. Donc très jeunes, ils ont eu la tête sur les épaules, ils se sont choisis. Ils n'ont pas pour autant... voilà ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'ils se sont mariés qu'elle s'est dit bon, je me mets à la maison, j'attends que mon mari revienne, je n'exerce pas le métier, c'est pourquoi j'ai fait mes études, qui est pour elle, pour moi c'est plus ses parents qui l'ont donné cette envie d'être dentiste parce que son père était dentiste, mais voilà, elle s'est pas dit, elle a eu un objectif, ses études, influencée par ses parents, elle a été jusqu'au bout. Une fois mariée, elle s'est pas dit j'abandonne tout, je fais mes enfants, je reste à la maison. Elle s'est dit je continue, ce pourquoi j'ai fait mes études. Elle a pris son cabinet, etc. Enfin bref, elle a continué
son objectif professionnel. Elle a continué de se former, elle a continué de s'améliorer, de faire des formations à côté, etc., etc. Elle a attendu son mari, mais elle allait le voir de temps en temps, etc. Quand il est revenu, ils se sont installés ensemble. Ils ne se sont pas tout de suite installés ensemble. Donc, elle a attendu que son mari revienne pour s'installer ensemble. Je suppose qu'il a fallu qu'ils trouvent un équilibre. Elle me disait qu'au départ, son mari, quand il est revenu des États-Unis, il n'a pas trouvé tout de suite de travail, il n'a pas tout de suite trouvé de cabinet, il n'a pas tout de suite... Donc pendant un petit moment, il n'a pas travaillé, c'était la seule à travailler. Elle l'a quand même soutenu. Après, il a pris son cabinet, etc., etc. Et en fait, de fil en aiguille, ils ont tissé leur toile. Donc c'est passé par plein d'événements qui ne les a pas forcément séparés. L'argent n'a jamais été un problème parce que quand la femme, elle travaillait, le mari essayait de faire des choses à la maison, il a quand même continué de chercher un cabinet pour s'installer, etc., s'installer avec un confrère ou une consoeur pour partager le cabinet, etc., etc. Voilà, tout n'a pas été tracé, tout n'a pas été simple, mais ils se sont toujours soutenus. Et ce que j'aime, c'est que l'argent n'a pas été un problème dans leur relation. L'argent n'est pas un problème dans leur relation, parce qu'il part du principe que c'est eux le socle, et que c'est eux qui cèdent. Ils vont céder entre eux. Ils sont mariés, elle aide son mari l'aide dans le cabinet actuellement. Par exemple, aujourd'hui, tous les deux ont leur cabinet. Chaque trimestre, ils vont s'aider mutuellement pour ranger tout ce qui est administratif, parce que vous savez que quand on a un cabinet, quand on a une entreprise, il y a beaucoup d'administratifs à faire, ranger les documents, etc., etc., tout ce qu'on a payé, etc., des choses à donner à la compta, bref, tout plein de choses. Et ils s'aident entre eux. Ils ont créé cette base de soutien depuis le départ. Donc, ça a beaucoup vibré en moi parce que pour la première fois, j'avais trouvé une femme qui avait trouvé un équilibre dans sa vie, dans tous les sphères. Donc, je dis pas que c'est parfait. Elle a des problèmes aussi dans sa famille, relation avec son frère, patati patata. Mais elle a mis certaines priorités en avant, comme sa famille. Sa famille au début, donc c'est sa famille, sa mère, ses parents, etc. Mais c'est aussi son mari. C'est principalement son mari avec qui elle allait construire. Donc quand elle a eu des difficultés avec son frère, elle a choisi son mari. Pour vous dire que quand deux personnes s'engagent, c'est pas tout rose, c'est pas tout simple. C'est pas simple en fait, mais quand deux personnes s'engagent, c'est vraiment pour aller, pour construire, pour affronter ce qui arrive. Donc quand cette femme, j'ai envie de dire est apparue dans ma vie, je pense que c'était pas un hasard, je pense que ça devait être un modèle pour me montrer que c'est possible. Donc, elle a trouvé un équilibre dans toutes les sphères de sa vie, que ce soit dans sa famille, avec sa belle famille, le socle qu'elle a créé, la base qu'elle a créée avec son mari, que ce soit avec ses amis, etc. Elle a mis les choses en priorité et si vous voulez, elle a délaissé aucune de ses sphères. Aucune. Elle a toujours eu ses amis, même si elle les voyait moins. Elle a une période, elle a eu ses amis, elle a une période, elle a eu où elle a dû se concentrer sur l'organisation de son cabinet avec le soutien de son mari. Il y a un moment où ils ont dû se poser la question de comment ils vont gérer leur argent, est-ce qu'ils vont investir, etc., etc. Ils ont acheté leurs biens. C'est le deuxième bien qu'ils ont acheté, en plus de tout ce qu'ils ont mis à côté en place. C'est pas l'un gère et l'autre fait ce qu'il veut. C'est pas chacun gère comme il veut. Et c'est ce qui m'a plu. Parce que moi, avec mes parents, ce que j'ai pu voir, c'est chacun gérer son argent comme il le souhaite. Et ça n'empêche pas que cette femme qui est dentiste dont je vous parle, elle a un compte à elle. Elle a un compte, son mari a un compte. Ils ont un compte aussi de leur société et ils ont un compte commun. Ils ont des biens communs et elle a aussi son compte où elle va utiliser, etc., etc. Donc ils ont plusieurs comptes. Cela n'empêche
que ils s'entendent sur les finances. Ils s'entendent sur des sujets qui, aujourd'hui, dans notre société, c'est un sujet qui est catastrophique. Donc, sur ce modèle, je pense que, comme j'ai toujours vu, moi, mes parents un peu faire, enfin, les gens qui m'ont... Ouais, mes parents qui m'ont élevé, faire un peu chacun bande à part sur l'argent, alors que si on remet les choses en perspective, l'argent, c'est un outil. Donc, où on utilise cet outil pour un mieux-être, d'accord ? Un mieux-être dans le sens où on essaye de construire quelque chose qui fait sens pour nous, ou on le garde soi-même parce qu'on est comme avare, et on se dit c'est notre argent, donc on le garde. Et donc, sur ce modèle-là, et c'est pour ça que je vous dis que j'ai été très contente et très reconnaissante d'être tombée sur cette dentiste, même si à la fin, elle m'a pas fait de rupture conventionnelle. Ça reste une femme pour moi qui est un modèle. Dans la vie, on en rencontre plein, des mentors comme ça. Et si on les regarde bien, c'est des mentors qui, juste en les observant ou en partageant, en échangeant avec eux, peuvent beaucoup nous apporter. Et elle, pour moi, dans une phase de ma vie, ça a été mon mentor. Voilà, ça a été mon mentor. Donc j'ai aimé l'observer, j'ai aimé voir comment elle gère, que ce soit émotionnel, que ce soit garder la tête froide. Quand il y a un sujet pour lequel elle est en désaccord avec son partenaire, ça sera toujours, sa famille qui passe en premier, d'accord ? C'est ok, on n'est pas en accord, mais c'est nous. Donc elle essaye toujours de se mettre en accord avec son mari. C'est une des choses que j'ai compris d'elle. Son mari aussi, il a la tête sur les épaules. Attention, c'est pas n'importe qui avec qui on va se dire, bon, on essaye de suivre ce qu'il dit, etc. Son mari, c'est un homme qui a la tête sur les épaules. Sa famille passe avant tout. Si elle n'aurait pas vu ça de lui, elle lui aurait pas fait confiance. Parce que, comme modèle qu'elle a eu, c'est un père qui a toujours fait attention à sa famille. Donc si elle lui donne sa confiance depuis toutes ces années, c'est parce qu'elle a vu quelque chose qu'elle a vu chez son père. Le mari met en avant sa famille. Le mari, c'est pas bon, moi j'ai mon argent, je gagne plus que toi, donc ça c'est pour moi, je te donne ça et on partage ça, voilà, et le reste c'est à moi et j'en fais ce que je veux. Non, son mari met quasiment tout son argent pour sa famille. Il a un compte pour lui, pour acheter ses outils, etc. Mais principalement, il travaille, il a dans sa tête, je sais pas comment, il a dans sa tête la responsabilité de sa famille. Et ça me fait chaud au cœur d'en parler parce que ça fait beaucoup écho en moi. Trouver quelqu'un qui a pour objectif sa famille. Pas seulement je gagne plus, j'ai ça, j'ai ci, toi si t'as rien, etc. Lui, c'est sa famille. Et je pense que c'est ce qui fait, pour moi, c'est l'ingrédient qui fait que cette famille fonctionne. Avec 3 enfants qui sont complètement équilibrés, qui ont beaucoup plus de chances d'aller loin dans la vie et d'oser faire plein de choses, parce que déjà, ils ont de bonnes bases. En plus, elle a que des garçons, donc autant vous dire que entre le modèle du père, ils savent que par mimétisme, dans leur foyer plus tard, c'est ce qu'ils feront. Ils prendront la tête entre guillemets, d'avoir cette responsabilité qui n'est pas facile. Avoir la responsabilité de sa famille, ce n'est pas facile. Donc on va pas dire à l'homme, il y a des hommes qui ne sont incapables, qui sont tout simplement incapables d'avoir cette responsabilité parce que ils n'ont pas ce cran, ils n'ont pas le mindset, le mental, ils sont trop égoïstes et trop perso. C'est pareil pour les femmes. T'as des femmes qui mettent toute leur énergie pour le bien de sa famille, pareil, mais d'une autre manière, sous une autre forme, et qui ne pensent pas qu'à son plaisir personnel. C'est une manière de tout voir en commun que beaucoup de relations aujourd'hui n'ont pas ou n'ont plus. Donc, je l'ai prise en mentor pendant un moment, sans le vouloir, c'est juste parce que ça vibrait dans mon cœur, ok ? C'est que son attitude
et ce qu'elle avait accompli et sa manière d'agir résonnait en moi. Donc, inconsciemment, je l'ai pris comme mentor. Je vous le formule maintenant, mais quand j'étais dans cette situation-là, je l'observais sans me dire que c'était mon mentor. Là, quand j'y pense, je sais que je l'ai prise en modèle pendant un laps de temps de ma vie et ça continue dans ma tête de l'être parce que je veux pas ce qu'elle a, mais j'aimerais cette chose-là à mon niveau, avec ma patte à moi, avec la personne avec qui je partagerais, avec qui j'aurais des enfants. Voilà, c'est avoir pas la même chose, mais à peu près pareil, mais avec notre personnalité. C'est-à-dire, je vais pas prendre... c'est pas un pas pour un pas. C'est-à-dire, mon but, c'est pas de l'imiter. Mais elle a eu une influence, je peux dire une influence positive, sur moi. Et elle a fait ressortir ce que j'ai toujours voulu. Mais j'avais pas eu de modèle visuel. C'est comme beaucoup aujourd'hui ont pour modèle des stars. On peut se demander pourquoi en fait. Pourquoi ? Parce qu'elle est belle, parce qu'elle est bien habillée, qu'est-ce que tu voudrais d'elle ? Qu'est-ce qui résonne ? Parce qu'elle est célèbre, et on se rend compte que quand tu es jeune, tu peux, parce que tu sais pas encore ce que tu veux, etc. Tu peux aimer, voilà, des stars, mais au bout d'un moment, ça n'a plus de sens d'idolâtrer des stars. Ça n'a plus de sens. Si à un certain âge, tu es encore en train d'idolâtrer une facette qui se montre dans un rôle, c'est qu'il y a un truc qui ne s'est pas connecté. Bon, bref. Donc, je reviens à ce sujet. Je l'ai prise pour modèle et j'ai pas eu encore de remplacement, j'ai pas encore de personne autre que elle dans ma tête quand je pense à quelqu'un qui a atteint son équilibre sur à peu près toutes les sphères de la vie. Donc, si j'en reviens au sujet, est-ce que c'est une bonne idée d'aborder le sujet de l'argent en début de relation ? On sait que le sujet de l'argent, c'est épineux. Comme beaucoup de personnes, ils voient leur propre intérêt, ils voient pas le après, le qu'est-ce qu'on peut construire ensemble. Il y a un proverbe qui dit que ensemble on est plus fort que tout seul en fait. On a une puissance de frappe qui est plus fort. Pour moi, une femme et un homme, c'est un équilibre si on arrive à le trouver. Et si on arrive à ne pas se mettre soi-même en avant. Parce que dans une relation, j'estime que c'est les deux qui sont deux piliers en fait. Il n'y a pas un plus haut que l'autre ou plus en avant que l'autre. Il y a les deux piliers. Et de ces deux piliers, on va créer des petits enfants ou pas, parce que tout le monde ne veut pas d'enfants. Mais en tout cas, créer une base solide où l'un va penser à l'autre et l'autre va penser à l'autre. D'accord ? C'est je pense à toi, tu penses à moi. On est ensemble, on marche ensemble. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à se faire confiance parce que, justement, il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup trop. Bon, je vais y arriver. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de contenu qui dévalorise la relation homme-femme. Et j'en ai ma claque. Si on veut essayer de construire une relation, il y a toujours une vidéo qui va nous dire attention, l'homme il est comme ça, attention, la femme elle est comme ça. Alors je suis d'accord, il y a des choses à faire attention. Mais quand on rentre dans une relation où on a beaucoup trop de préjugés, on a beaucoup trop de méfiance, il faut m'expliquer comment on va construire cette relation. Et donc, j'en viens au sujet de ma relation actuelle, où moi j'étais arrivée avec des standards. Moi je veux que l'homme fasse ça, fasse ci, fasse ça, ok. Je suis arrivée avec des mauvais standards. Puis après, on a discuté et on a décidé de faire de notre couple, d'y mettre notre patte, c'est-à-dire de laisser toutes les choses à l'extérieur et d'essayer de personnaliser notre relation sans y mettre ce qu'on pense, ce qu'on a entendu de l'extérieur. Donc, j'ai accepté le fait qu'on personnalise notre relation. Stop, on arrête de faire entrer tous les « il faut faire ça, il faut faire ci ». On essaye de discuter
et de trouver des arrangements qui nous convient, qui nous convient tous les deux. Voilà. Donc, ça, c'était pour ce que j'avais amené dans la relation qui, au début, il n'était pas d'accord. Alors, il n'était pas d'accord avec tout ce que je disais. Et je lui ai dit, ok, on personnalise notre relation, ça marche. Deuxièmement, j'ai un petit peu le nez bouché, désolée. On a décidé de prendre avec beaucoup de pincettes ce que nos amis, ce que notre famille nous dit sur notre relation. Exemple, on va se confier. Alors, je sais que quand on se confie à quelqu'un, voilà, on expose notre relation, mais en même temps, on ne peut pas non plus se terrer avec avec ce qu'on ressent. On ne peut pas omettre ce qu'on ressent. Alors, ou on peut l'écrire, ou on peut en discuter. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas parce qu'on va se confier à quelqu'un de très proche de nous sur notre relation qu'on doit tout prendre pour parole de vérité, ce que cette personne va nous dire d'un point de vue extérieur. On peut prendre des choses, mais on n'est pas obligé de prendre. Et surtout, comme cette personne n'est pas dans la relation, on doit considérer que elle a son avis, qui est son avis. Nous, ça peut nous faire réfléchir, mais ça ne doit pas être exactement ce que l'on pense. On ne doit pas se dire, bon, un tel a dit ça, donc c'est ça. Donc je vais l'appliquer, je veux le dire dans la relation. Non, on prend les conseils, on va dire, des personnes à qui on s'est confié, parce que moi, je ne vais pas faire semblant. Je suis obligée de me confier. Je suis obligée de discuter. J'ai toujours fonctionné ainsi. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais exposer toute ma relation. Voilà. Il y a des choses que je ne vais pas dire, etc. Chacun fait comme il sent, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait de ne jamais rien dire à personne. Voilà. Je peux vous donner un petit exemple. J'ai une amie ça ne va pas dans sa relation. Je le ressens parce qu'elle m'a dit quelque chose sans me dire les détails, voilà. Mais voilà, elle m'a dit voilà, mon copain m'envoie plus de messages, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, etc. Il fait le mort, bref. Hein. Je n'ai pas donné de conseils, je n'ai pas critiqué sa relation. Je lui ai dit écoute, tu verras, quand tu vas discuter avec lui, ça fait déjà des mois et des mois, ils n'ont toujours pas discuté ensemble. Je ne vais pas continuer d'enfoncer le couteau parce que je sais que même si elle m'a rien dit dans les détails, qu'elle est encore en train de réfléchir et que c'est douloureux pour elle. Donc après ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. Quand la relation de la personne ne va pas, elle se confie en toi en lui disant bon, j'ai pas de nouvelles de mon copain. La connaissant, je sais qu'elle en souffre. Je vais pas lui dire ah bon, mais comment ça se fait? Mais c'est un dégueulasse. Comment ça se fait qu'il te donne pas de nouvelles? Voilà. J'essaye d'atténuer mes mots et je laisse des points de suspension parce que elle n'a pas eu de discussion avec lui, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle va faire, parce que pour l'instant elle est en train de réfléchir et que quand elle m'en dira plus, si je la sens ouverte pour qu'on discute, on discutera. Voilà. Donc il faut savoir, il y a des choses à dire, il y a des choses à pas dire. Il y a des moments pour le dire et il y a des moments pour ne pas le dire. Je pourrais lui dire, j'ai l'impression qu'il est en train de te ghoster, de te mener en bateau, je ne l'ai pas dit, parce que je sais qu'elle le sait, même si elle ne me l'a pas dit. Bref. Je ne vais pas me perdre dans mon sujet. Donc, on a décidé de personnaliser notre relation, etc. Et il y a un sujet qui me turlupinait, c'était l'argent. Comment on va gérer l'argent? Alors vous allez me dire, c'est un début de relation, donc pourquoi on parle d'argent? Pourquoi on parle d'argent et pourquoi on ne parlerait pas d'argent un an après? Vous savez tout ce qui se passe en un an de relation? Est-ce que vous savez tout ce qui se passe et tout l'attachement émotionnel qu'on a en un an de relation? Moi, les red flags, surtout en ce qui s'agit d'argent, les red flags, je veux les voir tout de suite. Si l'argent, aujourd'hui à notre époque, dans notre génération,
c'est un sujet épineux, pour moi, il faut le mettre sur la table. Ou ça casse, ou ça casse pas. Et j'ai abordé plusieurs fois le sujet, et c'est très particulier, parce qu'il faut avoir les reins solides, parce qu'il faut être capable d'assumer les conséquences. Que c'est pas un sujet qu'on peut éviter. C'est bien, on est amoureux, on est bien, on est ensemble, des trucs, mais si on veut construire des projets ensemble, ok, c'est quoi ton avis sur l'argent? Parce qu'on va être amené à parler de ça. Alors, est-ce que tu préfères avoir des surprises maintenant, en début, ou est-ce que tu préfères avoir des surprises dans 1 an, dans 3 ans? Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui préfère voir les choses tout de suite. Tout de suite. J'ai trouvé que, voilà, quelques mois étaient passés, qu'il était temps d'aborder le sujet. Donc, comment on va faire les courses, qui va mettre quoi, etc. etc. Et je peux vous dire, sans rentrer dans les détails, qu'il y a beaucoup de blocages. Il y a beaucoup de blocages. Que ce soit de mon côté, que ce soit de son côté. Il gagne plus que moi. Moi, en ce moment, entre le fait que j'ai pas eu le contrat, qu'on a arrêté le contrat à ma période d'essai, j'ai fait beaucoup de choix débiles. J'en ai beaucoup profité, voilà, j'ai beaucoup profité pour me faire plaisir, etc. Je vous ai dit dans l'ancien podcast qu'il m'avait balancé à la gueule que 30 ans, pas d'épargne, mais comment ça se fait? Et bien que je lui ai dit, bah ouais, c'est vrai, je me suis amusée, alors j'ai pas beaucoup voyagé. En fait, c'était pas de l'amusement, c'était beaucoup du gaspillage, tout simplement. Mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, là, maintenant? Le fait que j'ai toutes ces années-là utilisé de l'argent sans réfléchir, voilà. Okay, on va faire quoi avec cette information? Voilà, tu le sais, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, mine de rien, je pense que ça a été beaucoup négatif parce que je pense qu'il me voit comme quelqu'un qui ne sait pas du tout gérer son argent, qui n'est pas conscient de son argent. Après, c'est de la faute à qui à part ma faute? Est-ce que j'aurais dû lui dire ou pas? Est-ce que j'aurais dû m'abstenir de lui dire? Je ne pense pas. Mais à cause de ce que je lui ai dit, le fait que voilà, j'ai pas d'épargne, enfin j'en ai un petit peu. Lui, il a 3 ans de moins que moi, il a déjà acheté son premier bien grâce à son entreprise dans laquelle il travaille. Il a acheté son premier bien il y a 2 ans de ça. Voilà, il a toujours été très économe, très mature avec l'argent, très je fais attention à ce que je fais avec l'argent, même s'il s'est fait plaisir en s'achetant une voiture et tout, il a toujours été très... je vais pas faire 200 de courses, 200 € de courses tout seul, gaspiller, etc. Je vais pas flinguer mon argent partout, non. Il a cette intelligence financière que je n'ai pas, que je n'ai pas eue. C'est pas faute de vouloir l'avoir parce que j'ai toujours voulu ça, mais je ne mettais pas les actions en pratique. Et aujourd'hui, voilà, le discours qu'il a, c'est en fait, t'as pas d'épargne, enfin, c'est pas que t'as pas d'épargne, j'en ai un petit peu, mais voilà, en gros, t'as pas d'épargne, t'as 30 ans, t'as rien. Si demain on veut acheter une maison, voilà, c'est un peu, il a une mauvaise idée de moi concernant mon hygiène financière et je peux pas lui en vouloir, d'accord, je peux pas lui en vouloir. Maintenant, j'ai beaucoup l'impression que ça le freine dans est-ce que je dois mettre mon argent avec elle, est-ce qu'on va faire quelque chose ensemble, sachant que elle m'a en gros fait comprendre qu'elle sait pas utiliser son argent. Je sais pas quoi vous dire d'autre à part le fait que voilà, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose toute sa vie qu'on va continuer de le faire. Il y a un proverbe qui dit que seuls les cons ne changent pas. Quelqu'un qui a toujours fait quelque chose peut du jour au lendemain arrêter de le faire. Est-ce que je lui en veux le fait de vouloir garder son argent, de vouloir faire bande à part? Je n'en veux pas. Voilà, je sais pas si moi si j'aurais été dans sa situation, j'aurais pas fait pareil. Mais en même temps, je me dis que demain, si on veut construire quelque chose,
comment on fait. C'est comment on fait parce que de mon constat, il est quand même très perso. C'est son argent, c'est voilà. Et je dis pas que c'est amené à changer, mais je pense que je dois gagner sa confiance, lui montrer que j'y travaille sur le fait de me stabiliser déjà professionnellement, parce que pour l'instant, par exemple, j'ai pas d'emploi, ou voilà, pour lui, il est beaucoup très, il faut qu'il ait une sécurité. Et c'est pour ça qu'il a toujours mis d'argent de côté. Il a son chez lui, etc. Et je suis contente d'avoir trouvé quelqu'un qui est aussi mature. Quoi dire d'autre? Je sais pas si on va pouvoir vraiment trouver un terrain d'entente sur l'argent. Je pense qu'on va y être forcé parce que si on veut continuer ensemble, mais ça va être beaucoup chacun son argent. Lui, je sens qu'il me teste parce qu'il veut me faire payer des choses, et c'est la faute des contenus qu'il écoute. Hein, on va pas se leurrer. Il écoute beaucoup de contenus qui lui mettent à la tête que chaque femme veut seulement utiliser l'argent de l'homme. Et je trouve ça très compliqué de construire quelque chose avec quelqu'un qui a déjà beaucoup d'idées négatives sur les femmes et le fait qu'elles sont juste des personnes qui veulent profiter des autres, des hommes particulièrement. Donc, voilà. Si on se serait rencontrés avant, parce que là, moi, lui, il a 27, j'ai 30, si on se serait rencontrés avant, est-ce qu'on aurait pu construire quelque chose? Peut-être qu'on serait parti sur d'autres bases. Je peux pas refaire les choses, on s'est rencontrés que maintenant, c'est parce qu'on devait se rencontrer que maintenant. Maintenant, en couple, c'est très compliqué d'aborder le sujet de l'argent, que ce soit en début, en fin, que vous attendiez 2, 3 ans, 5 ans, ou que vous commenciez à discuter d'argent en début de relation, ça change rien. Il faut aborder le sujet, quoi qu'il arrive. Plus tôt serait le mieux, étant donné qu'on dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Voilà, J'ai aussi écouté beaucoup de contenu, mais je me suis quand même beaucoup modérée. Je suis convaincue que c'est pas parce que je n'ai pas énormément d'épargne ou que j'ai pas investi que je suis une merde. Si j'ai écouté, je vais vous dire une chose que je pense. J'ai écouté beaucoup et j'en ai parlé dans l'ancien podcast. Beaucoup de femmes qui avaient décidé, par exemple, d'être femmes au foyer et ne pas travailler, s'occuper des enfants, beaucoup d'entre elles se sont retrouvées à élever leurs enfants seules sans revenu, parce qu'elles pensaient que ça allait durer et elles n'avaient pas vu que l'homme aurait pu partir, sauf que c'est lui qui avait le revenu. Donc, il y a beaucoup de contenus à entendre qui sont intéressants, parce que ça nous montre que c'est pas parce que la situation elle est bien maintenant qu'elle va perdurer dans le temps. Donc quelqu'un avec qui tu peux être, c'est très bien, vous avez une stabilité financière parce que c'est monsieur, t'as décidé d'être femme au foyer, c'est monsieur qui prend en charge sa famille, sauf que on ne sait pas effectivement, c'est de la sagesse, on ne sait pas si cette personne va continuer, on ne sait pas si elle va rester, on ne sait pas. Donc je suis d'accord pour prendre cet avertissement mais quand même un PQ de côté au cas où demain votre relation se finit, parce qu'on ne sait pas si cette personne va rester, si c'est toi qui vas partir ou autre, on ne sait pas. Mais comme tu as des enfants, tu vas devoir, c'est très souvent la femme, tu vas devoir prendre en charge les enfants, et donc si tu n'as pas d'argent et que le seul revenu que tu avais c'était celui de ton partenaire, s'il est parti, tu te retrouves le dos au mur. Pour éviter cela, il y a des femmes
gentils de leur part qui donnent des témoignages et qui disent voilà, il s'est passé ça. Alors est-ce que c'est pas bien d'être femme au foyer? Non, je pense pas que c'est ça le problème. Le problème, c'est que si tu dépends d'un seul revenu, effectivement, si c'est pas toi qui as le revenu, si c'est pas toi, tu peux te retrouver demain avec plus rien du tout parce que c'était pas toi qui avait l'argent. Et donc, si on t'enlève ça, c'est foutu. Voilà, c'est foutu. Sauf que tu as des enfants, donc tu fais quoi? Tu pars dans un foyer, qu'est-ce que tu vas prêter de l'argent, tu vas devoir retravailler, bref. Donc, c'est un très bon avertissement de dire aux femmes, vous êtes femme au foyer, mais il vous faut quand même un revenu. Mettez quand même de côté parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie. C'est un très, très, très bon conseil. Concernant les relations, moi, je pense qu'il faut en discuter. Il faut trouver un terrain d'entente. Maintenant, moi, je m'adapterai à la situation, c'est-à-dire que demain, on décide. Voilà, je suis pas rêveuse, voilà. Demain, on décide. Voilà, on continue ensemble. On a des enfants. Monsieur décide de garder son argent, etc. Ok. De toute façon, même si on est amené à avoir un compte commun, par exemple, pour payer les factures, je pense qu'on aura quand même chacun de son côté un compte. Et que la génération, elle a tellement changé que même si j'aurais voulu qu'on essaye de créer un vrai socle solide et de ne pas se diviser, surtout pour un outil comme l'argent, voilà, j'aurais voulu qu'on soit aussi fort au point de ne pas se diviser pour un sujet comme l'argent. Mais c'est pas le cas à cette époque actuelle où l'argent est beaucoup plus important que la relation. Je peux pas demander à mon partenaire, écoute, effectivement, j'ai agi toutes ces années, ces 30 années, n'importe comment avec mon salaire, mais j'ai un objectif, c'est de créer notre famille, qu'on crée notre famille, qu'on va le plus loin possible ensemble, qu'on reste soudés pour apporter une vraie stabilité, etc. Ça reste des paroles. Et ça serait que moi qui m'engagerais à vraiment pas mettre l'argent au-dessus de tout. Pour moi, vraiment, s'il y a bien une chose et un malheur sur cette terre actuelle, sur cette époque, c'est le fait d'avoir mis l'argent sur un piédestal. C'est malheureux de le dire. Mais quand on entend qu'on n'est pas d'accord, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente sur l'argent parce que l'un pense que l'autre profite, etc. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, là, j'ai pas de revenus, mais je vais quand même devoir payer mes charges pour mon petit studio. Et lui a son petit chez lui, son T2, où il paye, il a acheté. Donc en fait, tout l'argent qu'il met, c'est pour à la fin, c'est un investissement où tout l'argent qu'il laisse en rapport avec son T2, il va le récupérer sous forme de bien. Parce que son bien, à la fin, une fois qu'il a tout payé, il va le récupérer s'il le vend pas avant. Donc c'est pas de l'argent perdu, pour moi, c'est de l'argent investi. Et on a eu un petit sujet de conversation comme ça concernant les courses. Par exemple, quand je suis chez lui et qu'on essaie de faire les courses, j'ai pas beaucoup de revenus là pour ce mois-ci parce que du coup on a arrêté mon contrat assez vite. Et lui va toucher son salaire parce qu'il a toujours travaillé. Et malgré ça, pour faire un petit pot pour les courses, un petit pot voilà, où on sort un petit peu d'argent et on fait les courses avec cet argent, on n'arrive pas à s'entendre sur le montant. Voilà, c'est con, parce que moi j'ai une bonne volonté, même si j'ai pas beaucoup de revenus, de sortir quand même un peu d'argent pour faire les courses. Et il veut mettre exactement la même somme alors qu'il travaille et qu'il a peut-être 2 à 3 fois plus d'argent qui rentre que moi. Et voilà, moi j'ai trouvé ça pas honnête. Moi je fais partie des personnes, alors je suis personne, mais je fais partie des gens qui pensent qu'on devrait mettre en fonction de ce qu'on gagne pour que ça soit plus juste.
Mais il fait partie des personnes qui pensent que non, on met la même somme et chacun, voilà, et chacun garde le reste, fait comme il veut avec le reste. C'est très 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 perso sa vision des choses. Et je dois dire que ça me gêne fortement. Mais comme c'est comme ça qu'il veut mettre les choses en place, et ben ça se passera comme ça. Et c'est à moi, en fait, de faire en sorte d'avoir beaucoup de revenus pour ne pas être pénalisée lorsque, par exemple, je sortirais 100 € pour faire les courses. Parce que il estime que c'est pas parce que lui gagne plus, ça n'a rien à voir avec ce qu'on touche. Sauf que quelqu'un de sensé se dirait que bon, c'est vrai que tu touches tant, si on fait une soustraction, enfin c'est pas compliqué, hein, mais bon. Mais voilà, dans la vie, il y a des gens qui pensent différemment de nous. Est-ce que ça veut dire que notre couple va éclater? Non. Il faut s'adapter. Comme je pense que vraiment beaucoup de choses peuvent changer. Maintenant, je compte pas sur un changement. Moi, j'aime bien mesurer la température pour savoir où je suis. D'accord, comme un crabe qui irait dans l'eau bouillante, je vais pas attendre de frire, de cuire avant de sortir. Je rentre, je sens que c'est brûlant, je sors. Cette image illustre tout simplement le fait que je mesure la situation, je mesure est-ce que vraiment je me sens à l'aise? C'est pas ce que j'aurais voulu, mais je suis pas la seule dans cette relation-là. Donc ça sera un mixte des deux. On fera à peu près comme il pense lui aussi, parce qu'on est deux dans cette relation. Et si on doit faire abstraction à avoir un compte personnel pour que chacun gère ses trucs à côté tout seul, et ça sera comme ça. C'est malheureux à dire, mais je vous souhaite en tout cas de trouver quelqu'un qui mettra sa famille, et c'est l'objectif d'aller loin avec la personne, avant l'argent. Bien que l'argent est important, encore une fois, je vais pas minimiser, mais de là à mettre un outil avant la relation, avant la famille, je trouve que ça fragilise et voilà, on est dans une époque où on ne peut pas dire à quelqu'un viens, on essaye de faire quelque chose, où vraiment l'argent on l'utilise vraiment comme un outil, mais on voit avant tout le bien l'un de l'autre parce qu'on est ensemble, on voit les choses dans l'intérêt de nous deux. Mais ça sonne faux aujourd'hui parce que on est rempli de préjugés dans la tête que la femme, et je dis bien que la femme vient pour manger tout l'argent de l'homme. Ça s'est installé dans ma relation, je suis sûre que ça va s'installer dans d'autres relations, que on sera pas amené à être d'accord sur le sujet de l'argent. L'homme et la femme ne sera pas amenés à être d'accord sur le sujet de la relation, sauf des gens qui sont bien plus forts que l'époque, d'accord, bien plus forts dans leur mental. Je sais pas, peut-être par une forte énergie, peut-être par une forte croyance en leur famille, en leurs relations, etc. Mais au-delà de ça, c'est presque vaincu d'avance. Ne serait-ce que par tout le contenu YouTube, c'est retirer en fait un maximum de contenu à écouter, parce que la majorité c'est infernal. Je l'ai déjà dit dans un de mes podcasts où on écoute trop de trucs, il y a trop de merde en fait. Ah regarde, telle femme elle a dit que ouais l'argent c'est ça, ah telle femme, et on met ça en avant sur YouTube. On va écouter un sujet sur les relations, on va avoir 10, 20 sujets, principalement de mecs, qui vont parler, ouais, la femme, elle vient pour ça, regardez, la femme, elle va pour ça, la femme, elle vient pour ça. Et c'est infernal, parce que, mine de rien, si la personne, elle n'a pas un minimum de filtre, elle va apprendre, elle va l'intégrer dans son subconscient, elle va rentrer en relation, elle va quand même continuer, elle va penser, elle va l'appliquer, et elle va se dire, cette femme, on est bien ensemble, mais par contre, je la laisserai pas manger mon argent. Et si vous rentrez en relation avec ça, c'est foutu déjà. On ne peut pas changer la personne, on ne peut pas changer ses croyances. Donc, ou je m'adapte à ce qu'il pense, ou voilà, ou c'est fini. Mais j'ai pas envie de mettre fin à cette relation pour ce sujet-là, je vais m'adapter.
Mais concernant l'argent, voilà, je sais où je mets les pieds. Je sais que je vais pas mettre tout mon argent en fait dans cette relation-là parce que je sais qu'il le fera pas aussi. Euh, Quand je dis tout mon argent, c'est-à-dire je vais pas utiliser toute mon énergie, tout l'argent que je vais gagner pour construire, pour mettre bien cette relation-là, sachant que lui, il mettra un pourcentage, etc., etc. Et voilà, il y a un côté très calculateur. On dit que quand la femme, elle aime, elle est prête à tout faire pour mettre bien sa famille. Et c'est pas toujours le cas de l'homme. Voilà, je le pense. Je vais vous donner un autre exemple et je vais finir avec ça. Moi, les parents qui m'ont élevée, je crois que je l'ai déjà raconté et c'est encore une leçon que pour moi j'ai intégrée. Ils viennent d'un autre pays, ils sont venus dans les années 80. Et quand ils sont venus, tous les deux, ma mère, elle a fait des pieds et des mains pour trouver sa situation. Alors c'était dans une époque où voilà, on vivait un peu mieux. Elle a trouvé son logement, trouvé son travail, etc., etc. Elle s'est débrouillée. Et elle a fait venir en amont son mari, son copain, on va dire entre guillemets au début c'était son copain qu'elle avait rencontré là-bas, dans son pays. Elle l'a fait venir et c'est bien après qu'ils se sont mariés. Et donc, lui, pareil, quand il arrive, il n'a pas de travail, il n'a pas de situation, etc. Donc, il a dû trouver sa situation. Et au début, c'est la femme qui mettait tout son argent pour justement faire en sorte que son couple aille bien. Elle a tout mis en œuvre, elle l'a accueilli chez elle, elle a mis bien, etc. pour qu'il puisse trouver un travail, avoir les papiers, etc., etc. C'était dans les années, il n'y avait pas de viens, attention, s'il se marie avec toi, c'est pour les papiers, il n'y avait pas encore de ça. L'ancienne génération, c'était on arrive, on essaie de trouver sa situation, on essaie de trouver quelqu'un avec qui ça vient, on l'aide aussi, on s'aide, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup attention, les sans-papiers, mais avant, c'était pas ça. Avant, c'était viens, moi j'ai essayé de trouver ma situation, je l'ai trouvée, viens, on est ensemble, je t'aide à trouver ta situation, on essaie d'avancer ensemble. Et il y avait beaucoup moins en fait d'a priori. Et donc, il vient du pays, ils sont ensemble, ils se sont mariés que bien plus tard. Et il a pas tout de suite travaillé parce qu'il faisait du foot. Et il me semble, il n'était pas toujours rémunéré quand il faisait du foot parce que dans notre pays, c'était un grand footballeur. En fait, c'était un bon footballeur reconnu, etc. Il a fait des années où il a joué au foot, etc. Et quand il est venu, peu à peu, après tu vieillis, il a mis le foot de côté. Et après, il a dû travailler. Donc, pendant toutes ces années, ma mère l'a soutenu, en fait. Le fait qu'il faisait du foot, payer les factures, etc., etc. Pourquoi ? Parce que pour elle, ça avait un sens. Elle était en relation, il fallait payer les factures. En même temps, c'était elle qui avait... C'était son logement, mais c'était sa location. Mais ce que je veux dire, c'est que elle voulait pas lui demander quoi que ce soit parce qu'il n'était pas en mesure, en fait, de l'aider à payer les factures, mais c'était pas sa priorité. Elle pouvait assumer, elle l'a fait pour l'aider en quelque sorte. Et de fil en aiguille, quand il a arrêté un petit peu le foot, il s'est mis à devoir travailler dans les chantiers, etc. Et bam, qu'est-ce qu'il en sort ? Quand il gagne ses sous, il paye pas de facture. Il propose pas d'aider les factures. Donc il propose pas payer les factures, son argent il le garde. Pourquoi ? Parce que il a estimé qu'elle a toujours géré toutes ces années-là à payer toutes les factures et elle n'a pas besoin en fait qu'on l'aide à payer les factures. Sauf qu'il vivait, il mangeait, etc., etc. Et en fait ça a rendu ma mère très aigrie. Elle s'est sentie utilisée et pas aidée. D'accord ? Donc je sais que il n'y a pas que ce cas, il y a énormément de témoignages de femmes, quand elle veut vraiment que sa relation fonctionne, elle est prête à faire beaucoup de choses, quitte à se mettre après le couple. Et c'est pas le cas de beaucoup d'hommes, en fait. C'est pas le cas de beaucoup d'hommes. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Ça montre encore que la femme est capable de faire beaucoup de choses. Attention, je dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui... voilà. Mais...
mettre en avant les femmes matérialistes, les femmes, je trouve ça dégueulasse. Quand on veut vraiment entendre la réalité, il y a dans la vie, dans cette vie-là, il y a beaucoup de femmes qui payent les factures, il y a beaucoup de femmes qui prennent en charge leur foyer. Il y a beaucoup de femmes qui laissent de la marge à l'homme pour qu'il puisse trouver sa situation, etc., etc. Il y a beaucoup de femmes qui aident leur partenaire quand il y a une situation, etc. Il y a finalement une part infime, pour moi, une part infime de femmes qui vit entièrement du revenu de l'homme. Et ce que je trouve dégueulasse, c'est qu'on met en avant cette partie infime de femmes qui vivent entièrement du revenu de ses partenaires quand on sait que la majorité des femmes payent ses propres factures. Voilà ce que je trouve dégueulasse. Et en plus, je vais encore le redire, la majorité des mecs qui vont parler de ça, la femme, nanana, elle profite et tout, non seulement on n'a pas vu la majorité des foyers, mais en plus de ça, ils utilisent quelques vidéos de femmes américaines, pour décrédibiliser. Alors si je prends tous ces mecs-là, je fais chaque foyer en France et qu'on comptabilise, vous allez me dire quel pourcentage de femmes vit sur le revenu de l'homme. La majorité des femmes payent leurs factures. Donc c'est un mensonge honteux qu'on met en avant sur les réseaux pour décrédibiliser les femmes, pour décrédibiliser l'homme et la femme ensemble, en faisant de la femme la sorcière la pire au monde, de celle qui veut profiter, vivre en loup-boutin, etc. Alors que la majorité des femmes, tout ce qu'elles veulent, c'est un toit, être en relation avec quelqu'un avec qui elle se sent bien, avec qui elle trouve un équilibre, avoir peut-être des enfants ou pas d'enfants. Sa vie, c'est pas vouloir faire les défilés de mode, porter des loups-boutins qui font mal aux pieds, etc. C'est un leurre. Et on met en avant ce genre de femmes sur les réseaux, en disant « Regardez les femmes d'aujourd'hui ». Et qu'est-ce que ça crée ? Ça crée le malheur de l'homme, qui, quand il rentre en relation, se dit « Mais la majorité des femmes, elles veulent le luxe, les talons, les fêtes, les tout, elles veulent coucher, elles veulent ça, mais aussi, alors que la majorité des femmes, c'est pas ce qu'elles veulent. » Donc, vous prenez une infime partie de femmes, et vous dites que c'est la majorité des femmes, alors que dans la réalité, vous regardez trop en fait la télé, c'est ça votre problème. Et en plus c'est beaucoup d'hommes qui font ce genre de contenu. La femme elle va se plaindre de ouais j'ai été abandonnée par l'homme, je suis mère célibataire, etc. La majorité des contenus c'est ça sur les réseaux. Femme, voilà j'ai été abandonnée, voilà pourquoi les hommes ne sont plus attirés par les femmes de cette communauté. La préoccupation des femmes et la préoccupation des hommes ne sont pas les mêmes. La femme, elle veut juste quelqu'un, finalement, avec qui elle va pouvoir construire, avec qui elle va se sentir un minimum en sécurité, avec qui elle va pouvoir entrer en union pour fonder sa famille ou pas, j'ai envie de dire. Mais la priorité des femmes, c'est un mensonge de dire que c'est être dans le luxe, être rempli d'argent, avoir... Ça n'a pas d'intérêt qu'une femme ait plein d'argent si elle n'a pas quelqu'un avec qui elle peut partager cet argent, à qui elle peut faire plaisir, parce que nous on est beaucoup dans le partage, dans le don. Donc nous réduire à on veut juste des loups-boutins, on veut juste des fourrures ou des sacs Yves Saint Laurent. Voilà, vous n'êtes pas dans la réalité. Vous êtes juste sur Internet, en fait. C'est des gens qui sont sur Internet, qui vont prendre 2-3 vidéos et qui vont en faire un contenu. Et t'as toujours, j'ai envie de dire des imbéciles, mais je vais pas dire des imbéciles, je vais dire des personnes influençables qui n'ont pas d'avis, qui n'ont pas d'opinion et qui ne savent pas regarder la réalité, qui préfèrent regarder la télé, leur tablette, Internet, pour se faire un avis de ce que c'est la réalité. Il n'y a pas mieux pour voir la réalité que d'être dans la réalité, de regarder avec ses yeux et de se faire une opinion. Est-ce que toi, autour de toi, tu vois plein de michetots ? Est-ce que tu vois autour de toi plein de personnes avec des loups-boutins et des fourrures ? Non. Donc, il faut arrêter avec ça. Quand tu vois ta mère qui payait les factures, quand tu vois ta mère qui fait tout à la maison, etc., est-ce que c'est des femmes qui sont dans le luxe ? Donc, il faut arrêter.
Et vous êtes à l'opposé. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire que vous êtes à l'opposé. Dans votre réalité, toutes les mamans, elles sont chez elles, elles essayent de faire tourner leur foyer, elles essayent de vous faire à manger, elles essayent de vous mettre dans un endroit propre, de payer les factures pour que vous puissiez aller à l'école, etc., etc. Est-ce que vous avez vu des femmes qui juste se pavanent comme ça avec des sacs de luxe en vous disant « Ouais, moi je veux juste ça ». Non. Et même les femmes qui demandent à leur mari, qui demandent à leur partenaire, paye-moi une facture, aide-moi à payer une facture, est-ce que c'est dramatique en fait? On demande de payer une facture d'eau, une facture d'électricité, peut-être une partie du loyer, c'est quoi? C'est de la michetonnerie? Non, c'est en fait pour vivre. C'est pour vivre. C'est pour vivre, il n'y a pas de profit dedans. Elle te dit pas donne-moi l'argent comme ça, c'est pas toutes les femmes qui ont ce discours-là. Donc voilà, faut redescendre, faut sortir des réseaux, faut regarder la réalité et je le fais moi-même part de ce que je vis actuellement dans ma relation qui est naissante. On est bousillé. On a beau vouloir avoir une relation, essayer de se donner à créer une relation avec toute la bonne volonté, avec toutes les actions, avec tous les préjugés qu'on veut effacer, etc., etc. Il y a beaucoup de chances pour qu'on ne soit pas en accord, l'homme et la femme, parce que beaucoup trop de merde dans notre tête. Voilà, désolée de le dire comme ça. C'est le constat que j'ai. On est complètement désunis à cause de quoi? Un outil qui s'appelle l'argent. Plutôt que le mettre au profit de notre famille, de notre relation, on le met contre nous. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à un prochain podcast. Bye bye.